Bonjour chers étudiants, je vous présente toujours dans le cadre du module de probabilité un premier TD qui traite les trois premiers chapitres que nous avons traités déjà, analyse combinatoire, notion sur la théorie des ensembles et enfin notion de probabilité. Le premier exercice est présenté ainsi. Le personnel d'une entreprise est composé de 80% de femmes. On sait que 8% de ces femmes ont une formation supérieure et que 24% des hommes ont une formation supérieure aussi. Quelle est la proportion de personnel ayant une formation supérieure comme première question? Et sachant qu'il y a une formation supérieure, quelle est la probabilité qu'un employé soit une femme comme deuxième question? Une première lecture de cette manière simplifiée ne permet pas de retenir les informations. On doit poser devant nous l'exercice et traiter élément par élément. La première chose, c'est que la notion, ou bien le mot proportion, veut dire en probabilité, c'est le calcul de la probabilité. Et cette probabilité, ça peut être en décimale 0, quelque chose, comme ça peut être présenté en pourcentage, comme ici 80%, 8% ou 24%. Donc, on pose devant nous l'exercice et on commence à relater l'ensemble des informations nécessaires pour résoudre ces deux questions. Donc, on considère les événements suivants. Donc, l'événement 1, que vous constatez, c'est être un employé femme. Donc, nous avons le personnel est composé de 80% de femmes. Donc, être employé femme. Voilà le premier événement qui est l'événement A. Deuxième événement B, c'est être employé de formation supérieure. Voilà, personnel ayant une formation supérieure. L'événement A, c'est être un employé femme. Et l'événement B, être un employé de formation supérieure. Ce sont les deux événements que nous allons retenir ici, puisque si vous êtes femme, employé femme, donc ça correspond à un var. Donc, si vous êtes un employé qui n'a pas de formation supérieure, qui n'ont pas une formation supérieure, comme ici, donc c'est B bar. Donc, on peut les nommer, mais c'est préférable de les laisser comme événements complémentaires ou contradictoires. Donc, la première question, quelle est la proportion de personnel ayant une formation supérieure et correspond à calculer la probabilité de l'événement B comme il est mentionné ici. 80%, c'est la probabilité d'être un employé femme dans cette entreprise. Donc c'est 80% ou bien c'est 0,8. Donc c'est la probabilité de 1. Maintenant, 8%. On sait que 8%. Donc il y a deux événements qui se passent mais pas en même temps. Donc l'événement A, c'est être une femme et l'événement B, c'est avoir une formation supérieure. Donc A passe avant B, donc ce qui va nous dire que c'est la probabilité de B sachant A est égale à 0,8, comme nous l'avons ici. Voilà, ont une formation supérieure et voilà, pour les hommes c'est A bar, sachant que sont des hommes ont une formation supérieure. Et dans ce cas-là, c'est la probabilité de B sachant A var. Donc A var, c'est être un employé homme. Donc la probabilité, elle est mentionnée ici de 24% ou bien 0,24. Maintenant, au niveau de la deuxième question, ce qui est demandé, donc c'est une probabilité conditionnelle, sachant que donc l'événement B passe avant l'événement A, donc c'est la probabilité de A sachant B. Donc si ça se passe en même temps, c'est l'intersection. Si les deux événements ne se passent pas en même temps, dans ce cas-là, il y a la probabilité conditionnelle. Donc c'est la probabilité de l'événement qu'on ne connaît pas, divisé, ou bien slash, anti-slash plutôt, la probabilité de B. Donc je dirais c'est anti-slash. Donc la formule de probabilité totale, c'est elle qu'on va utiliser pour calculer la probabilité de B que nous n'avons pas. Donc ça va nous donner la probabilité de B est égale à la probabilité de A fois la probabilité de B sachant A plus la probabilité de A bar
multiplié par la probabilité de B sachant A bar. Donc c'est une formule qui est donnée au niveau du cours. On peut l'utiliser directement ou bien on peut chercher sa démonstration. Donc ici, je peux commencer par B ou bien par A, mais puisque je ne sais pas la probabilité de B, donc il est préférable, donc il est obligatoire également de commencer par la probabilité de A que je connais déjà. Donc la probabilité de B, donc je remplace chaque élément par le chiffre qui lui correspond, d'où l'intérêt même de chercher les informations et de les nommer avant de commencer à répondre à la question. On va trouver que la probabilité de B est égale à 0,112. Donc pour la deuxième question, on utilise la formule de Bayes. Donc la formule de Bayes, ou bien théorème de Bayes, donc ça correspond à la probabilité de A sachant B, est égale à la probabilité de A multipliée par la probabilité de B sachant A, ou bien de l'intersection. Je n'ai pas dans les informations l'intersection, et dans ce cas-là, je transforme avec les probabilités conditionnelles. Diviser la probabilité de A sachant multipliée par la probabilité de B sachant A, plus la probabilité de A bar multipliée par la probabilité de B sachant A bar. Donc je cherche les données dont j'aurais besoin. Je trouve que j'ai l'ensemble des éléments chiffrés ici, donc ce qui va me donner un résultat de 0,57. Deuxième exercice, nous avons trois machines, M1, M2 et M3, qui produisent respectivement 50%, 30% et 20% de la production d'un produit. Donc c'est une part de production, donc il s'agit également d'une probabilité. 2% des produits fabriqués de M1, 3% des produits fabriqués par M2 et 5% des produits fabriqués par M3 sont défectueux. Donc ça, c'est le pourcentage 2%, 3% et 5%. C'est le pourcentage des produits qui sont défectueux. Un produit est reprélevé au hasard. Donc c'est un produit qu'on ne connaît pas le résultat pour pouvoir nommer sa probabilité, parce que la probabilité suppose qu'on ne connaît pas le résultat avant l'expérience. Donc, quelle est la probabilité qu'elle ait été fabriquée par la machine M2, sachant qu'elle est défectueuse? Donc, il s'agit ici, en premier lieu, d'une probabilité conditionnelle qu'on doit chercher. Comme on a fait pour le premier exercice, on doit relever le maximum où il y a la totalité des informations dont on dispose au niveau de l'exercice. C'est la première étape. Nommer les événements, par la suite chercher les informations qui correspondent à ces événements. Donc l'événement A, on va nous donner le premier événement, c'est le produit, il est fabriqué par M1. Donc on a trois machines, donc le produit est fabriqué par M1. Alors la probabilité d'être fabriqué par M1 donc, est égale à 50%, ce qui va nous donner, c'est une probabilité de A est égale à 0,5. Deuxième événement, le produit est fabriqué par M2. Donc le produit est fabriqué par M2, donc, et la probabilité est égale à 30%, c'est-à-dire à 0,3. Et là, je vous demande d'être plus attentif au niveau de changement entre le décimal et le pourcentage. Donc ici, là, l'événement C, c'est tout simplement que le produit est fabriqué par M3. La probabilité de C, comme vous constatez, est égale à 0,2. Maintenant, on va chercher l'événement D. Donc l'événement D, c'est que le produit soit défectueux. Maintenant, je vais chercher les informations dont on dispose à ce niveau-là. Donc, la probabilité de D sachant A, de D qu'il soit défectueux, alors qu'il soit défectueux, sachant qu'il a été fabriqué par la machine M1. Donc, soit 2% des produits fabriqués par M1, c'est 2%. C'est une probabilité conditionnelle. Donc, il est fabriqué par A, premièrement, donc on le sait, et puis il soit défectueux, donc D sachant A. La même chose, la probabilité de D sachant B est égale à 0,03. Et là, comme je viens de vous mentionner tout à l'heure, il faut être attentif par rapport au changement de pourcentage en décimal. 3%, c'est 0,03 et ce n'est pas 0,3 qui est 30%. Enfin,
la probabilité qu'il soit défectueux, sachant qu'il est produit par la troisième machine, est égale à 0,05, c'est-à-dire 5%. Donc, la probabilité, la question, il nous dit quelle est la probabilité qu'elle ait été fabriquée par la machine M2, c'est-à-dire B, sachant qu'il est défectueux, c'est-à-dire B sachant D. Donc, on considère maintenant les événements, puis on passe à la formule de Bayes qui s'impose parce que nous avons des probabilités conditionnelles et nous avons également des probabilités simples. Et par la suite, on va poser notre formule et chercher quelles sont les informations dont on dispose et comment chercher les informations dont on ne dispose pas. Donc la probabilité de P sachant T, je pose avec moi les mêmes éléments de la formule, je peux l'utiliser directement parce que je l'ai déjà dans le cours. Donc c'est la probabilité de B multipliée par la probabilité de D sachant B, sur la probabilité de B multipliée par la probabilité de D sachant B, plus la probabilité de B bar multipliée par la probabilité de D sachant B bar. Donc voilà la formule dont j'ai besoin. Donc je vais chercher les informations sur les données dont je dispose. J'ai la probabilité de B, la probabilité de D sachant B, voilà, de D sachant B est égal à 0,3. Donc c'est les mêmes éléments, mais la probabilité de B bar, ça je ne connais pas, et la probabilité de D sachant B bar, je ne connais pas également. Donc je cherche cette formule et elle correspond à la probabilité de D intersection B bar. Donc je peux changer de position parce qu'il y a le même signe. Donc B, D sachant D intersection B bar, c'est être défectueux et n'est pas produit par la machine M2. Donc c'est B bar. Donc c'est en même temps, ce n'est pas une condition, ce n'est pas une probabilité conditionnelle, c'est une probabilité de deux événements qui se passent en même temps et il y a le signe A. Puisque c'est le même signe, je peux changer. Donc le produit, alors là, n'est pas produit par M2, cela veut dire que nous avons trois productions, soit il est produit par MA, soit il est produit par M3. Donc ça, cette probabilité-là, on peut la changer en termes de probabilité de l'union parce que nous avons des événements qui forment l'univers oméga qui est composé de A, B et C. Donc voilà l'ensemble des informations. Donc je devais faire attention à cette intersection et son interprétation. C'est-à-dire s'il n'est pas produit par M2, soit il est produit par M1, soit il est produit par M3 et ce n'est pas A, donc c'est O. Donc je peux utiliser cette situation. Donc voilà la probabilité de D intersection B bar, soit c'est équivalente à la probabilité de D intersection de 1, c'est la première, union la probabilité de D intersection de C. Donc D intersection de, donc c'est D intersection de B bar, c'est-à-dire ici c'est D intersection de A union C. Donc, et lorsque je nomme, je vais distribuer, je vais trouver la probabilité suivante. Par la suite, je peux calculer ces probabilités en utilisant les situations suivantes. Donc, la probabilité de D intersection A plus la probabilité de D intersection C moins la probabilité de l'intersection de ces deux événements. Donc, il y a le même signe, donc il y en a en même temps, il y en a D, A et C. Donc, la probabilité d'être en même temps défectueux et en même temps produit par la machine A et en même temps produit par la machine C. Donc, ces deux éléments, l'intersection entre eux, c'est égal à l'ensemble vide. Pourquoi? Parce que soit il est produit par la machine M1, soit il est produit par la machine M3. Donc, ce n'est pas possible de produire en même temps avec les deux machines. Donc, ce qui va nous donner ça, un ensemble vide. Donc, puisque c'est un ensemble vide, et l'intersection avec l'ensemble vide va nous donner également un ensemble vide dont sa probabilité est égale à 0. Donc, la probabilité d'intersection, je peux la transformer en probabilité conditionnelle en utilisant la probabilité de A multipliée par la probabilité de D sachant A et la probabilité de C multipliée par la probabilité de D sachant C. Et enfin, je pose mes chiffres. Donc voilà les informations que j'ai. 0,5 plutôt, multiplié par 0,02 et 0,2 multiplié également par 0,05.
Donc, c'est les deux éléments dont je dispose. Et par la suite, je vais calculer et je trouve que la probabilité de D intersection B bar est égale à 0,02, que je vais la remplacer dans la formule de Bayes pour retrouver la probabilité de ma question. Donc, posons maintenant la formule une deuxième fois. Et par la suite, je nomme l'ensemble des éléments dont je dispose. La probabilité de B est égale à 0,3. La probabilité de D sachant B est égale à 0,03. La même chose en dénominateur ici. Et celle-là, je l'ai déjà calculée, est égale à 0,02. Par la suite, la probabilité de B sachant T, je pose les chiffres dont je dispose et je trouve que la probabilité de B sachant T est égale à 0,31. On vient 31%. Passons maintenant à l'exercice 3 qui traite la première partie de notre cours, soit une expérience aléatoire dans l'univers des ensembles oméga est définie comme suit, avec les lettres de A jusqu'à H. Donc A, B et C sont des ensembles qui sont inclus dans oméga. Et par la suite, on définit A, B, C et on nous demande de calculer les éléments ou bien les ensembles suivants. Première chose, je vais poser devant moi l'exercice, encore une fois, pour traiter les informations dont je dispose. Donc, ce qui est demandé, c'est les éléments et les cardinaux. Je vais commencer par les cardinaux de ces ensembles. Donc, le cardinal, je rappelle que c'est le nombre des éléments qui composent un ensemble. Alors, il doit être dénombrable et fini. Donc, le cardinal de A, nous avons 4 éléments, donc c'est égal à 4. La même chose pour B est égal à 3. Et pour C, le cardinal est égal à 4. Donc, je passe maintenant à A bar. A bar, c'est les éléments qui n'existent pas dans A, mais qui existent au niveau de oméga. Donc, ces éléments, c'est D, ils n'existent pas dans A. E, il n'existe pas en A. Et F et G, et ces 4 éléments, ils existent à oméga et ils n'existent pas à A. Par conséquent, le cardinal de A bar est égal à 4. De la même façon, ce sont les éléments qui existent à oméga, mais qui n'existent pas à B. Donc, c'est le cardinal, je calcule le nombre des éléments est égal à 5. Le C bar, donc c'est les éléments qui n'existent pas dans C, mais qui existent au niveau d'oméga. Donc, il y a A, B, E et G. Donc, le cardinal de C bar est égal à 4. Je passe maintenant à l'union de A union B, donc que nous avons ici. Donc, il existe plutôt à l'intersection, l'intersection de A intersection B, l'intersection de ces deux ensembles, c'est-à-dire les éléments qui existent en même temps en A et en B, il y a deux éléments A et B. Donc, le cardinal de cette intersection est égal à 2. Je calcule maintenant l'intersection encore entre B et C. Je n'ai pas trouvé d'éléments qui existent dans les deux ensembles. Alors là, l'intersection est égale à l'ensemble vide, donc le cardinal est égal à 0. A différent de B, donc j'utilise la formule de A intersection B bar, c'est les éléments qui existent à A, mais et en même temps ils n'existent pas à B, c'est-à-dire mais qui existent en oméga, donc c'est les éléments C et H. Donc ce sont les éléments qui existent exclusivement dans A et n'existent pas dans B, c'est-à-dire il existe en B bar. Donc dans ce cas-là, le cardinal de A différent de B est égal à 2. Donc là, l'ensemble de B différent de A est là pour mentionner que l'ordre est très important et par la suite, A différent de B n'est pas égal à la probabilité ou bien à l'ensemble B différent de A. C'est les éléments qui sont existants de façon exclusive à B. Il n'existe pas à A. Donc il y a un seul élément est égal à G et le cardinal de B différent de A est égal à 1. Donc il nous reste la dernière, donc A union B intersection C, donc celle-là je l'ai déjà calculée, je l'ai déjà mentionné B intersection C, voilà, c'est celle-là, je l'ai déjà, donc elle est égale à l'ensemble vide comme elle est mentionnée ici, donc puisqu'il s'agit de l'union, A union ensemble vide est égal à A, et dans ce cas-là, le cardinal de A est égal
à 4 que nous avons déjà signalé. Passons à l'exercice 4. Dans l'exercice 4, nous avons, lors d'un concours de recrutement, l'examen oral a porté sur 2 questions. 75% des candidats ont répondu par oui à la première question et 51% ont répondu par oui à la deuxième question. 46% ont répondu par oui aux 2 questions. Quelle est la probabilité qu'un candidat ait répondu oui à l'une de ces ou de l'autre des questions? Et la deuxième question, quelle est la probabilité qu'un candidat ait répondu un non à une seule question? Donc maintenant, je vais analyser ou bien discuter l'ensemble des événements et les informations au niveau de cet exercice. Donc, on considère les événements suivants. Je commence par l'événement A. Donc, l'événement A, c'est la personne qui a répondu par oui à la première question. Et il y a un pourcentage de 65%, c'est-à-dire la probabilité de A est égale à 0,65. Maintenant, l'événement B, la personne qui a répondu par oui à la deuxième question. Donc, c'est la probabilité de B qui est égale à 0,51 ou bien à 51%. Encore un autre événement. Donc, je vais trouver que 40% ont répondu à oui aux 2 questions. Donc, ils ont répondu en même temps aux 2 questions. Donc, c'est la probabilité de A intersection B. C'est-à-dire répondu à la première question par oui et répondu à la deuxième question par oui. Donc, il se passe en même temps les 2 événements. Donc, c'est de l'intersection. Donc, est égal à 0,46 ou bien à 46%. Donc, maintenant, la première question, on nous demande de chercher quoi? On nous demande quelle est la probabilité qu'un candidat ait répondu à oui à l'une ou l'autre question. Il y a le mot ou, c'est-à-dire ou bien à A, ou bien il appartient à B. Donc il s'agit de calculer la probabilité de A union B. Je connais la probabilité de A, je connais la probabilité de B, je connais la probabilité de l'intersection. Je pose ma formule de l'union qui est la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de l'intersection. Je pose mes chiffres et je calcule et je trouve qu'elle est égale à 0,71 ou bien à 71%. Donc, voilà la réponse à la première question. Dans la deuxième question, il nous demande quelle est la probabilité qu'un candidat ait répondu non à une seule question. Je dois comprendre déjà cette question. Donc, si je réponds à oui à la première question, je dois répondre à non à la deuxième question. Si je réponds oui à la deuxième question, je dois répondre non à la première question. Donc, oui à la première question, c'est A. Non à la première question, c'est A bar. Oui à la deuxième question, c'est B. Et non à la deuxième question, c'est B bar. Donc, posons ça devant nous. Alors là, je dois chercher la probabilité de l'événement suivant. C'est-à-dire, si je réponds oui à la première question, je vérifie 1. Je dois en même temps voilà, faire non dans la deuxième question. Et dans ce cas-là, je suis dans B bar. Ça se passe en même temps. Ou bien, puisque à une seule question, si ce n'est pas à la première, donc je réponds par non à la première question, je dois impérativement répondre par oui à la deuxième question. Et ça doit se passer en même temps. Donc, ou bien la première situation, ou bien la deuxième situation. Je calcule la probabilité maintenant. Donc, la probabilité de A intersection B bar, plus la probabilité de A bar intersection B, moins la probabilité de l'intersection des 2 éléments. Je constate ici qu'il y a le même signe, intersection, intersection, intersection. Je peux enlever les parenthèses plutôt, je peux enlever les parenthèses et je trouve que A et A bar, je peux changer la place, c'est l'ensemble vide, et B bar, c'est l'ensemble vide. Donc, cette probabilité est égale à 0. Donc voilà, c'est une probabilité qui est égale à 0. Donc, il me reste la probabilité de A intersection B bar plus probabilité de A bar intersection B. Donc, comment je peux la remplacer? Donc, je utilise le schéma quand j'ai besoin de connaître mieux exactement la probabilité et sa signification. Donc,
nous avons l'univers oméga et nous avons les deux événements A et B. Il y a une partie d'intersection, c'est-à-dire des étudiants ou il y a des éléments, des participants à ce concours qui ont répondu par oui à la première et à la deuxième question. Donc les éléments en vert, correspond à l'intersection de A, B bar. C'est-à-dire les étudiants qui ont répondu seulement à la question A par oui et par non à la deuxième question. Donc ça revient à calculer ça. Ce qui veut dire, ça c'est A, l'ensemble, la probabilité de A, moins la probabilité de A intersection B. Donc, ce qui va me donner, c'est la probabilité de A et la probabilité de moins la probabilité de A intersection B. Donc cet élément-là, qui est de l'intersection qui ne correspond pas à A intersection B bar. Donc A intersection B bar, ou bien A différent de B, c'est des éléments qui n'existent pas en B, mais qui existent dans oméga. Avec l'intersection de A, il appartient à l'ensemble A. Donc ce qui va nous donner, c'est les éléments qui appartiennent exclusivement à A et qui, je dois éliminer la partie de l'intersection. La même chose pour B, intersection A bar, c'est le même principe, ce qui va me donner le résultat suivant. Donc 0,65 moins 0,46 plus 0,51 moins 0,46 également, ce qui va me donner un résultat qui est égal à 0,24. Passons maintenant à l'exercice 5. On classe les gérants de portefeuille dans deux catégories. Ceux qui sont bien informés et ceux qui ne le sont pas. Lorsqu'un gérant bien informé achète une valeur boursière pour son client, la probabilité que le cours de celle-ci monte est de 0,8. Alors, dans le cas d'un gérant mal informé, cette probabilité ne vaut que 0,5. C'est déjà pas mal. Si on choisit au hasard un gérant dans un annuaire professionnel, la probabilité qu'il soit bien informé est de 0,2. Donc, quelle est la probabilité que le gérant ainsi choisi soit mal informé, sachant que la valeur qu'il a achetée a monté? Donc, la première chose, je dois coder ces informations en événements. Donc, je dois, comme j'ai fait pour les autres exercices, nommer les événements et faire sortir des informations au niveau de l'exercice et bien comprendre également la question, ce qui est essentiel. Donc, je nomme A comme événement que le gérant soit bien informé. Donc, A bar, il sera mal informé. Donc, l'événement B, maintenant, c'est que le cours monte. Donc, la valeur boursière, son cours, il a monté, c'est l'événement B. S'il n'a pas monté, c'est-à-dire s'il a diminué, la probabilité, ou bien il est resté stable, la probabilité, ou bien il s'agit de l'événement B bar. Donc, le gérant, lorsque, maintenant 0,8, je vais essayer de la comprendre. Donc, lorsqu'un gérant est bien informé, c'est-à-dire sachant qu'il est bien informé. Donc, ici, bien informé, je l'ai nommé A. Donc, c'est sachant A. Dans le cas d'un gérant mal informé, cette probabilité, voilà, que le cours monte est de 0,8. Dans ce cas-là, c'est le courant monte, sachant que le gérant il est bien informé est égal à 0,8 ou bien 80%. La même chose je vais faire pour 0,5. Donc, sachant que il est mal informé, cette probabilité ne vaut que 0,5. Sachant qu'il est mal informé, ça veut dire quoi? Bien informé, c'est A. Mal informé, c'est A bar. Donc, l'événement A bar passe en premier. Donc, sachant A bar, dans ce cas-là, B sachant A bar est égal à 0,5. Donc, ici, la probabilité qu'il soit bien informé est égale à 0,2. Donc, c'est la probabilité de l'événement A qui est égale à 0,2. Par conséquent, la probabilité de A bar sera égale à 1 moins 0,2 qui est 0,8. Donc, le gérant ainsi, donc comprendre la question, sachant quelle est la probabilité que le gérant ainsi soit mal informé, donc ça, il se passe en deuxième lieu, sachant qu'il a la valeur, il a monté. Donc ça, c'est la probabilité de A bar, sachant B. Donc je ne la connais pas et c'est la question que je me pose. Donc la probabilité de A bar sachant B, je pose avec moi la probabilité la plus simple, c'est la probabilité de A bar intersection B fois divisé par la probabilité de B. Donc la probabilité maintenant de A bar intersection B, je peux changer de place,
ça va devenir la probabilité de P intersection B A bar. Donc, je pose la probabilité conditionnelle qui lui correspond. Bien sûr, je ne vais pas reprendre celle-là. Donc, je change de position. C'est la probabilité de A bar multipliée par la probabilité de P sachant A bar. Celle avec laquelle je commence, je termine. Et je divise par la probabilité de P. Donc, les événements ici, j'ai l'ensemble des informations. A bar, c'est 1 moins la probabilité de A. Probabilité de B, sachant A bar, je l'ai, mais je n'ai pas la probabilité de B. Donc, si je n'ai pas la probabilité de B, je vais utiliser la formule de probabilité totale. Donc, vous pouvez revenir sur cette probabilité, les données en cours, et c'est la probabilité de A multipliée par B, sachant A. Donc, ici, si c'est A, vous commencez par B, si c'est B, vous commencez par A. Si vous commencez ici par A, vous terminez par A et vous laissez B entre les deux. Donc, vous multipliez plus, donc c'est l'événement complémentaire. Donc, et je sauvegarde B. Donc, c'est la probabilité de A bar multipliée par la probabilité de B, sachant A bar. Donc, je pose maintenant mes éléments et je trouve, voilà, B, je la pose au niveau de la formule principale parce que ici, j'ai l'ensemble des informations dont j'ai besoin. Donc, j'ai A bar, j'ai B sachant A bar, j'ai A et B sachant A bar, sachant 1, la probabilité de P sachant 1, donc je l'ai, et la probabilité de A bar, j'ai la probabilité de P sachant A bar, donc je l'ai également. Donc je trouve, je mets les données chiffrées et je trouve le résultat est égal à 0,71. Donc, notre démarche de résolution des exercices en probabilité conditionnelle. Donc, on va donner une démarche avec laquelle on traite un exercice, dans ce cas, de probabilité conditionnelle ou bien de probabilité de façon générale. Donc, il faut analyser les données de l'exercice en définissant les événements. Donc, on lit bien l'exercice. Bien lire l'exercice, c'est d'analyser les données de l'exercice en définissant les événements nécessaires. Deuxième étape, c'est poser les formules de base. Donc, j'ai devant moi l'ensemble des événements avec l'ensemble des chiffres qui lui correspondent. Je pose les formules de base de la probabilité conditionnelle, de la probabilité totale et également de théorème de Bayes. Donc, je choisis la formule à utiliser en fonction des données de l'exercice. Là également, je vais comparer les données que j'ai cherchées avec les formules dont je dispose et je vais les adapter à mon exercice et comprendre la question bien sûr et refaire les calculs pour éviter les erreurs d'inattention. Voilà ce que nous allons retenir à travers cette première série d'exercices qu'on a nommé TD1.